Alors, parler de déchets d'activité de soins, c'est d'abord peut-être commencer par les définir. Qu'est-ce qu'un déchet d'activité de soins? Ce sont tous les déchets qui sont issus des activités de diagnostic, de suivi, de traitement préventif, de traitement curatif ou palliatif dans les domaines de la médecine humaine, mais aussi de la médecine vétérinaire, puisqu'on fait référence là aussi aux zoonoses. Mais qu'est-ce qu'un DASRI? Un DASRI, en fait, c'est un acronyme qui veut dire que sa définition, qui répond à la définition des déchets d'activité de soins, mais en plus, sont des déchets d'activité de soins, mais à risque infectieux. Ça veut dire qu'ils contiennent des micro-organismes viables, ainsi que leurs toxines, qui, en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, vont causer une maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants qui sont susceptibles de contaminer l'homme. Donc nous sommes ici dans un cadre très particulier qui est le cadre santé-environnement. Alors le problème des déchets a été, je vais en parler en utilisant des terminologies qui ont été adoptées et qu'on connaît très bien. Qu'est-ce qu'un déchet? C'est tout produit que son détenteur va destiner à l'abandon. Donc si je prends un cas classique, lorsque quelqu'un travaille avec une paire de gants ensuite, il enlève la paire de gants. Donc cette paire de gants devient un déchet. Mais si on utilise ensuite pour faire un garrot, c'est qu'on a utilisé un déchet pour faire un garrot. Et là, c'est une faute professionnelle grave. Et c'est pour ça que j'attire l'attention sur le fait de cette notion de déchet, c'est un produit qui est destiné à l'abandon. Une bouteille d'eau minérale vide, c'est un déchet. Ce n'est pas la peine d'aller la réutiliser pour en faire autre chose comme on va le voir tout à l'heure. Ce n'est pas possible. On utilise des déchets pour mettre des déchets, pour travailler avec, et ça n'est pas acceptable. Le DASRI, c'est un déchet qui est à risque infectieux. Donc si on y touche, comme on vient de le voir, c'est très grave. Le DAOM, c'est quoi? C'est un déchet qui est assimilé à une ordure ménagère, tout simplement. Qu'est-ce qu'un OPCT? Un OPCT, c'est un objet piquant, coupant ou tranchant. Qu'est-ce qu'un déchet anatomique? Un déchet anatomique, c'est un fragment humain non identifiable. Qu'est-ce qu'un DRCT? Un DRCT, c'est un déchet à risque chimique et toxique. Qu'est-ce qu'un emballage? Un emballage, c'est un contenant, que ce soit un fût, un sac, un collecteur, qui est utilisé pour le tri des déchets d'activité de soins dans les services. Et il doit répondre, comme on va le voir tout à l'heure, à des normes. Qu'est-ce qu'un conteneur intermédiaire? C'est un récipient mobile pour le stockage et l'acheminement des déchets, que ce soit les DASRI ou les DAOM, et qui est conditionné en emballage approprié. Et qu'est-ce qu'un GRV? Le GRV, c'est le grand récipient vrac, donc c'est le récipient à 4 roues. Voilà, donc cette terminologie étant exposée, on va regarder le cadre législatif, c'est-à-dire dans notre pays, qu'est-ce qui se passe en termes de déchets. Tout a été cadré par la loi cadre du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets. Tout est là, la loi elle est belle, il suffit tout simplement de l'appliquer. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle fixe les responsabilités et les obligations des producteurs en termes de déchets sur la base des principes suivants. 1. Il faut absolument une prévention et une réduction de la production et de la nocivité des déchets. C'est la loi qui l'impose. Deuxièmement, il faut l'organisation du tri. Le tri des déchets est imposé par la loi. Il faut le collecter, les transporter et les traiter. Il faut également valoriser les déchets par leur réemploi, par le recyclage ou toute autre action qui va viser à obtenir des matériaux utilisables ou alors on les réutilise dans le cadre de l'énergie. C'est dans la loi. Toujours dans la loi de décembre 2001, il dit que tous les déchets doivent avoir un traitement écologique, rationnel. Cette loi précise également qu'il doit y avoir une information et une sensibilisation des citoyens sur les risques des déchets, sur leur impact sur leur environnement, sur les mesures pour les prévenir et ou réduire et compenser ceci. Et comme nous sommes tous des citoyens, donc nous devons être informés et sensibilisés sur ce problème. La loi institue également la mise en œuvre d'un plan national de gestion des déchets spéciaux qui se décline sous la forme de schéma directeur de gestion des déchets pour chaque wilaya. Le premier schéma directeur a été fait pour la wilaya d'Alger, il vient d'être finalisé et bientôt mis en œuvre. Les autres wilayas vont suivre l'une après l'autre, c'est dans la loi. Alors j'attire l'attention sur deux articles de cette loi, c'est l'article 16 et l'article 18 de la loi. Que dit l'article 16? Il dit que les générateurs et ou les détenteurs de déchets spéciaux sont tenus d'assurer ou de faire assurer à leur charge, donc c'est eux qui doivent payer, la gestion de leurs déchets.
Ils peuvent à cet effet décider de s'associer dans des groupements agréés chargés de remplir les obligations qui leur incombent. Ou alors les modalités d'agrément de ces groupements sont fixées par voie réglementaire. L'article 18, lui, il est plus précis, il dit que les déchets issus des activités de soins doivent obéir à une gestion spécifique. Donc c'est la loi, elle doit être appliquée dans toute sa rigueur. Leur élimination est à la charge des établissements qui les génèrent et doit être pratiquée de manière à éviter toute atteinte, non seulement à la santé publique, mais aussi à l'environnement. Donc tout est dans la loi, il suffit d'appliquer la loi et le problème devrait être résolu. Je dis bien devrait être résolu. Alors cette loi a été complétée ensuite par le décret exécutif de février 2006 qui va fixer la nomenclature des déchets. Alors les désignations, vous avez le code des déchets dans la loi algérienne, c'est le 18, c'est tous les déchets qui proviennent des soins médicaux ou des soins vétérinaires et ou de la recherche associée. Sauf pour les déchets de cuisine et de restauration qui ne proviennent pas directement de soins médicaux. Sinon, tout est dans le code déchets d'activité de soins, c'est le 18, et puis il se décline en 18.1, 18.11, 18.2, c'est-à-dire nous avons tous les déchets spéciaux qui relèvent donc de l'activité de soins. Le décret ensuite exécutif du 9 décembre 2003, relatif aux déchets d'activité de soins, est très clair. Il y a 3 chapitres. Dans le premier, ils vous disent quelles sont les catégories de déchets d'activité et les modalités de leur pré-collecte. Dans le chapitre 2, il y a toutes les prescriptions relatives au traitement et à l'élimination des déchets d'activité de soins. Et dans un chapitre 3, il y a toutes les dispositions diverses relatives à ces déchets. Et puis, en 2008, suite à l'enquête nationale que nous avons réalisée, est sortie l'instruction ministérielle 01, signée par M. Saïd Balkar, qui est relative à la gestion de la filière d'élimination des déchets de soins dans toutes les structures de santé. Ici, elle organise cette filière en forme de tri, de collecte de ces déchets sur les lieux de production, je répète, de tri et de collecte sur les lieux de production, le conditionnement de ces dasseries en donnant les normes du matériel qui doit contenir ces dasseries, et puis comment doit se faire l'entreposage, comment doit se faire son transport et comment ça doit être détruit. Tout est dans cette instruction, il suffit là aussi d'appliquer cette instruction et nous devons pouvoir maîtriser ce problème. Pourquoi les déchets, c'est extrêmement complexe, comment ils sont classifiés? La classification des déchets, lorsqu'il y a eu un tri au préalable, vous avez d'abord les déchets assimilables aux ordures ménagères qui représentent à peu près 64% des déchets d'activité de soins. Et tout cela doit être collecté dans une filière de couleur noire. C'est dans la loi, dans le décret de 2003, c'est comme ça que c'est défini. Ensuite, vous avez tous les déchets d'activité de soins à risque infectieux, le DASRI, qui lui représente à peu près 20%. Et ça doit suivre la couleur jaune, c'est-à-dire que c'est la couleur dominante de tous les sachets. Vous avez ensuite le déchet à risque chimique et toxique, ça représente 1%, mais c'est un 1% mortel. Et il doit suivre la filière rouge. Vous avez ensuite tous les cartons. Le carton doit être, d'après la loi, entièrement recyclé. Or, dans un hôpital, tout arrive dans des cartons. Et tous ces cartons doivent être recyclés, c'est dans la loi. Ensuite, vous avez tous les autres déchets, c'est 8%. Et vous avez les déchets, ou plutôt les organes anatomiques, qui, en rappelant que le placenta est un dasserie. Ce n'est pas un organe anatomique, c'est un dasserie. Donc il suit la filière jaune, mais tous les autres organes anatomiques doivent suivre une filière de couleur verte. Il y a l'arrêté interministériel qui vient d'être signé, qui définit les modalités d'élimination de tous les organes anatomiques. Donc je me rappelle que le déchet est contaminant, on vient de vous le rappeler à l'instant, et comme nous sommes proches du 1er décembre, c'est la célébration du sida, vous comprendrez très bien que nous sommes absolument dans quelque chose qui est mondial, on sait que des seringues, des injections qui sont effectuées avec des seringues contaminées, ou des contaminations par seringues contaminées, ont été responsables de millions de cas d'hépatite B, de millions d'hépatite C et de milliers de cas de virus, en vous rappelant la règle qu'on vient de vous rappeler à l'instant, de 30% de risque de contamination pour le B, 3% pour le C et 0,3% pour le VIH. C'est pour ça que vous avez ces chiffres. En rappelant encore une fois quelque chose d'extrêmement important. On l'a dit tout à l'heure, pour les bactéries, elle peut rester vivante, si vous voulez, plutôt contaminante pendant 4 jours, à température ambiante sur une paillasse. Le virus de l'hépatite B peut rester 1 semaine sur une paillasse contaminant.
Donc vous voyez que nous sommes dans un cadre vraiment d'infection qu'il faut absolument prendre en charge. Alors, ces déchets d'activité de soins à risque infectieux, qu'ils proviennent de modèles coupants, tranchants, de laboratoires, des modalités, des maternités, des services d'infection ou d'infectiologie ou des infections nosocomiales, quels risques vont-ils engendrer pour l'être humain? Alors, le premier des risques, c'est que l'hôpital est un producteur de déchets d'activité à risque et il est pollueur. Il pollue en permanence parce que tous les infectés arrivent à l'hôpital, non d'où ce qui pourrait aller sinon. Alors, les déchets d'activité de soins peuvent provoquer différents risques qu'il faut obligatoirement réduire. Pourquoi? Parce qu'on doit protéger d'abord le patient hospitalisé dont nous avons la charge. Il n'est pas question de lui communiquer une infection nosocomiale, quel que soit le service. Le personnel de santé, qui lui-même doit être à son poste. S'il s'infecte, c'est fini, il doit être extrait de son poste. Vous avez tous les agents en charge de l'élimination des déchets. Et vous avez tous les visiteurs qui seront en contact avec ces déchets, risquent de se contaminer. Et vous avez tout l'environnement aussi qui est, là aussi, qui soit intramuros ou extramuros de l'établissement de santé qui peut être contaminé par ces déchets. Le deuxième risque est le risque infectieux lié au déchet lui-même. Pourquoi on peut se contaminer par voie cutanée ou muqueuse, par aérosolisation ou par contact direct. Alors rappelons ici que les déchets, on peut les avoir en portage direct, manuporté, et là il suffit de les ramener dans la bouche et c'est une contamination, quel que soit le germe. Vous pouvez également avoir le tabagisme au cours du travail. C'est quelque chose qui doit être absolument proscrit. Parce que si quelqu'un fume pendant son travail, il va aspirer tout ce qu'il y a. Et là, je fais juste une petite parenthèse pour vous rappeler que les corbeilles à déchets qui présentent un couvercle avec une pédale doivent être maintenant absolument proscrits des structures de santé. Pour une raison très simple, c'est que dès que vous allez appuyer sur la pédale, dès que le couvercle va se soulever, vous allez avoir une aérosolisation de l'intérieur de ce contenant. Et donc, quand ça va monter, vous allez respirer. Et si la personne fume en même temps, elle va tout aspirer et ça va être une contamination directe. Et puis, le port de la tenue de travail obligatoire, comme on va le voir tout à l'heure. L'autre risque d'exposition, c'est un risque d'exposition tout au long de la filière, lors du conditionnement, d'entreposage, de la collecte et d'une incinération non contrôlée avec des manipulations sans précaution. Alors, il faut tenir compte aussi de la dose infectante et du risque de projection, du risque de passage percutané de certains virus. Donc, la structure de soins doit mettre en place toutes les mesures adaptées et limiter comme ça les possibilités de transmission du germe. Alors, les responsables des DASRI, vous savez, ils sont nombreux. Vous avez d'abord le personnel de santé lui-même qui est responsable. Vous avez tous les services économiques et logistiques qui doivent mettre à la disposition tout ce qu'il faut. Vous avez tous les services contrôle qualité de l'établissement. Pour l'instant, on n'en a pas. Mais lui, il doit vérifier la conformité de tous ces indicateurs et évaluer les pratiques. Et ça relève en fait du CLA. Vous avez le CLA lui-même qui doit s'occuper de tous les DASRI comme de tout ce qui touche à l'infection nosocomiale. Vous avez le responsable sécurité avec son obligation réglementaire qui est transporté sur le transport ADR. Les DASRI doivent être transportés selon le mode ADR qui est le mode européen reconnu maintenant partout. Et vous avez la médecine du travail pour la déclaration et le suivi, comme on vient de le voir à l'instant, des accidents d'exposition au sang. Alors, un déchet, ce sont des risques, c'est un coût. Et à chaque déchet, il y a une filière. Alors, vous avez la filière jaune pour tout ce qui est DASRI, la filière noire pour ce qui est des DAOM. Et vous avez les filières spécifiques vertes pour l'anatomique, et puis vous avez d'autres déchets spécifiques tels que les cartons, les verres, les archives, les piles, les pacemakers. Vous savez que le pacemaker doit être rendu, on ne peut pas enterrer quelqu'un avec un pacemaker, il faut lui enlever et le rendre au laboratoire. Parce qu'il contient là aussi des produits, et si vous l'enterrez avec, il va contaminer l'environnement. Donc vous voyez, c'est dans le cadre de la protection de l'environnement, les tubes néons, les tubes, tout ça, ça contient des produits extrêmement toxiques. Les piles, les déchets radioactifs, et on va vers une augmentation des déchets radioactifs puisque nous allons importer énormément d'appareils de radiothérapie, donc nous aurons obligatoirement, donc réellement, on va avoir du déchet radioactif, et puis tous les produits chimiques et le laboratoire maintenant, et surtout dans les automates, on a énormément de produits chimiques, et entre autres du mercure qu'il y a, et du cyanure à l'intérieur de ces automates. Donc vous avez le déchet qui sort de ces automates, c'est du cyanure qui va être dans l'environnement. Alors, on a fait un état des lieux, une enquête nationale, on voulait savoir qui produit quoi, quel type de déchets, quelle quantité, pour quel danger, savoir également comment ils sont éliminés, quel est le coût de cette élimination pour avoir les grandes orientations sur notre programme national contre les DASRI. Alors l'objectif de cette
de cette enquête nationale, c'était d'affiner les données des gisements, d'évaluer le niveau des équipes et d'objectiver les dysfonctionnements. On a été servi dans ce domaine, puisque, comme on a organisé, on a fait cette enquête sur toutes les wilayas du pays, 95 établissements qui ont dégagé 95 correspondants d'études, et puis on a eu 75 enquêteurs qui sont allés dans ces 95 établissements qui ont été supervisés par 15 médecins. Donc vous voyez que ça a été une enquête nationale complètement menée. L'effet marquant de cette action, ça a été d'abord un caractère informatif à très grande échelle. Il y a eu une prise de conscience de tous les établissements de ce caractère insoutenable qui est lié à la situation du traitement des déchets. Et puis, on a eu une attente très forte de beaucoup de gestionnaires et des populations environnantes qui ne souhaitaient plus avoir les brûleurs à l'intérieur des hôpitaux, puisqu'ils étaient très incommodés par ce type de traitement des déchets. Alors la problématique liée aux DASRI n'est pas aussi évidente qu'il n'y paraît pour la première fois, et c'était pour la première fois que des médecins et des chefs de service s'intéressaient donc à ce sujet. On a eu ensuite une adhésion très importante parce qu'il y a eu 13 établissements. On y a fait une pesée de tous les DASRI. Pendant une semaine, on a pesé tous les déchets de l'hôpital pour avoir une idée de la quantité de déchets que produisait cet hôpital. Et il y a eu des actions de communication qui étaient bien intéressantes, et c'est pour ça qu'on a vu tout de suite émerger des vendeurs de matériel, de consommables qui répondaient strictement à aucune norme et qui sont venus pour essayer d'apporter des solutions, mais vraiment, j'appellerais ça des solutions à bas prix. Et les comportements de ce type sont mauvais. Pourquoi? Parce que lorsque le matériel n'est pas aux normes, vous allez avoir des accidents obligatoires, des accidents d'exposition justement aux risques infectieux. Il y a eu quand même une revendication permanente qui est apparue, il fallait une budgétisation pour le matériel, tout ça, et chaque fois ça revenait, c'est récurrent, on n'a pas le budget nécessaire pour ce type de prise en charge. Et puis dans l'ensemble des établissements, la totalité des agents, on l'a vu, méconnaissent cette problématique des pratiques, ils ne connaissent pas du tout comment on élimine les DASRI. Alors notre matériel d'étude, ça a été quoi? Donc je vous ai dit, 95 établissements, on a audité 31 170 lits, soit la moitié de l'effectif national. On a pu comme ça avoir donc une idée exacte au plan statistique, c'est excellent. Et au moment de l'enquête, donc, on avait un taux d'occupation moyen de 57%, ce qui est honorable. Alors les principaux résultats de l'étude, je vais vous donner rapidement. Alors cette étude avait pour but de faire ressortir le fait que maintenant trier les déchets de soins, ce n'est pas uniquement appliquer la loi, mais c'est aussi un autre geste pour la santé obligatoire. Et qu'il fallait respecter des filières. Vous savez, la noire, la jaune, la rouge, absolument, il fallait que tout aille dans la filière qu'il fallait. Ce qu'on a trouvé, ça a été une très mauvaise gestion de tout ce qui est piquant, coupant, tranchant. Très, très mauvais. Alors, tout ce qui est DASRI est reconnu à l'échelle mondiale. C'est un cycle des Nations Unies. C'est celui-là, comme il y a celui de la radioactivité, comme il y a celui de... Quand on voit ce cycle, ça veut dire, attention, c'est un biohazard qui veut dire que vous avez un risque infectieux biologique derrière. Ce qu'on s'est rendu compte, il y avait une méconnaissance totale des conditionnements et que tout le monde était fortement exposé aux accidents d'exposition au sang, comme on va le voir. Voilà la réalité. Le déchet d'activité de soins dans une corbeille à papier. Des aiguilles, des machins, tout ce qu'on veut, vous voyez. Un flacon de perfusion dans une corbeille à papier. Que fait cette perfusion là-dedans avec son aiguille? Et alors ça traverse de partout. Vous voyez, un sac accroché à un radiateur. Voilà. Voilà comment il était suspendu. Et à l'intérieur, on peut trouver tout, c'est-à-dire le tri n'existe pas. On a pris des bouteilles, c'est-à-dire des déchets, et on y a mis des aiguilles. On a mis des aiguilles dans des bouteilles comme celle-là, ce qui fait que ça donne naissance à ce qu'on appelle gefoot, un hérisson. Puisque les aiguilles vont traverser, puis ça vous donne un petit hérisson. Et chaque fois qu'on tousse, donc on est piqué, et c'est comme ça qu'on est en train de générer véritablement les conditions pour une exposition au sang. Voilà encore d'autres images peu réduisantes de tout ce qu'on a trouvé. On a eu beaucoup de difficultés à prendre des photos parce qu'on ne voulait pas montrer cet aspect. Voilà. Mélange, vous voyez, même des boîtes de piéterie avec un milieu de culture, vous voyez, au milieu de bouteilles, tout ce qu'on veut. On a même trouvé des appareils médicaux qu'on a rejetés dans des cartons et qui étaient à la décharge publique. Vous voyez, ça n'a strictement... Ce qu'on a trouvé, c'était que des sachets, je vous dis, il n'y a que 4 couleurs
dans nos sachets, et bien là on a trouvé des couleurs de toutes. On a tout trouvé, du bleu, du jaune, du noir, du rose, du rouge, du vert, du marron, du gris et du blanc. Bah, allez, retrouvez-vous la filière. C'est un mélange incroyable et il n'y avait aucun protocole de tri nulle part. Là, on retrouve cette absence de protocole. Les infrastructures et les équipements ne sont pas conçus dans l'optique de l'hygiène, qualité et sécurité des soins. Ça, c'était le constat que nous avons fait. Aucun circuit propre, aucun circuit sale. Il y avait peu ou pas de matériel de stockage ni de transport. Il n'y avait aucune organisation de la filière d'élimination des dasseries, tel a été notre verdict. Ça, c'est l'image d'accident d'exposition au sang classique, à main nue, et on manipule avec du matériel non conçu pour ça, non sécurisé. C'est l'image qu'on a retrouvée partout. Sinon, lorsque les déchets sont collectés, voilà le résultat. Et on en trouve de partout. Les locaux ne sont pas conçus pour cela. Les dépôts intermédiaires de dasserie ne sont pas également, on trouve des dépôts à même le sol dans 70% quand même des établissements, les 3/4. Dans 3/4 d'établissements, c'est par terre. Ça traîne par terre, partout, dans tous les sens. Sinon, on les retrouve dans des sachets noirs. Enfin, ça, c'est des déchets de maternité, hein, dans des sachets noirs. Alors, la production est assurée par les soignants et beaucoup d'agents sont exposés. C'est pour ça que, je vous dis, ils sont tous exposés à des contaminations. Voilà donc un véritable transport de déchets d'activité de soins, tel que vous pouvez le voir, et qui répond, je ne sais pas à quelle norme, mais en tout cas pas à ce qui est dans la loi. On a trouvé mieux, puisqu'on les transporte dans des tracteurs, et sur le tracteur, vous avez l'employé qui est assis sur le dasserie. Vous voyez, c'est encore mieux, pour avoir, vous voyez, une image complète de ce qu'on peut trouver sur le terrain. Si vous le voyez ici, c'est parce que quand je l'ai photographié, ça va, c'est bien. C'était pour dire que c'est dramatique, mais c'est comme ça. Alors au plan quantitatif, je vous ai dit, le gisement de dasserie a été entièrement pesé. Vous voyez les hôpitaux où on a effectué une campagne pesée, et comme ça on a pu déterminer une quantification du dasserie. Alors ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est qu'un CHU vous produit entre 200 et 400 kilos par lit et par an. Par lit et par an. Entre 200 et 400 kilos de dasserie. Un EHS vous produit entre 200 et 400 kilos par lit et par an. Donc avec ça, on peut facilement savoir quel est le gisement dasserie qui est produit par l'hôpital. Et c'est comme ça qu'on a pu, pour toute l'Algérie, avoir par région sanitaire les quantités de dasserie, ce qui nous donne donc le gisement algérien tourne entre 25 000 et 27 000 tonnes par an de dasserie. Et donc il va falloir les traiter parce que c'est du déchet d'activité de soins à risque infectieux. Donc il faut absolument le traiter. Et croyez-moi, ce n'est pas avec des médicaments qu'on va traiter ce risque. Alors on le traite actuellement par l'incinération. L'incinération in situ. Elle est obligatoire actuellement pour les dasseries parce que l'article 24 du décret de décembre 2003 vous dit que les déchets à risque infectieux doivent être incinérés. Point. C'est tout. C'est tout ce que dit la loi. Et donc on incinère. Mais c'est un problème sans solution, comme on va le voir. Ce n'est pas un problème. C'est un problème sans solution. Pourquoi? Parce qu'on dit incinérer. Oui, mais le problème, c'est qu'on a surtout des brûleurs à l'intérieur de nos hôpitaux. Vous voyez, des brûleurs, et 30 qui se disent incinérateurs entre guillemets. Et sur les 95 qui étaient installés au moment de l'enquête, il y en avait la moitié qui était en panne. La moitié était en panne, ne fonctionnait pas. Donc un incinérateur qui ne fonctionne pas ou un brûleur qui ne fonctionne pas égale zéro. Ça ne sert à rien du tout. Et donc c'est toute une problématique qui se pose. Et les équipements qui étaient utilisés étaient obsolètes, en panne et polluants. Pour les patients. Pour les patients, parce qu'il ne faut pas oublier que dans un hôpital, il y a des malades. Et si vous leur mettez à l'intérieur de la fumée, ils vont être enfumés. Mais il y a aussi le personnel qui travaille. Il travaille, il est enfumé lui aussi avec eux. Et puis vous avez les riverains, mais les riverains ils sont en dehors de l'hôpital, mais eux aussi ils sont incommodés. Alors vous voyez, si les riverains sont incommodés, qu'en est-il des personnes qui sont à l'intérieur? Et puis c'est nuisible à l'environnement parce que ça donne de la fumée, comme on va le voir, qui est très grave. Alors, ces incinérateurs, comme on peut le voir, sont très mal, donnent ce qu'on appelle du mâche-fer. Et alors, ce mâche-fer, vous voyez comment il est
stockés, puis ensuite envoyés à la décharge. Alors, souvent, quand ça ne fonctionne pas, eh ben, on les stocke. On stocke le déchet et on attend. Vous voyez, on stocke et on attend. On attend quoi? Je ne sais pas. Alors, tout ça, c'est du déchet à risque. Oui, même sous un beau palmier, il attend des beaux jours. Et c'est ça la gravité. C'est ça la gravité du problème qu'on a rencontré. Quand on brûle, on a ce qu'on appelle du mâche-fer, regardez, et c'est très toxique ça. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on le jette derrière, voilà, on le renverse de l'autre côté. Alors quand on n'a pas de brûleur, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez ce qu'on a trouvé, juste avant, en 2010, voilà le petit reportage photographique sur les différents brûleurs qu'on a retrouvés. Vous voyez l'hôpital de Rouiba, le voilà. L'hôpital de Beni Messous. Voilà, avec quand on brûle, vous avez les fumées, vous voyez toutes ces fumées qui... Alors ça incommode beaucoup, hein, les riverains qui sont toujours en train d'écrire pour se plaindre justement de ces fumées. Et vous voyez, on verse tout ça juste à côté. C'est ça la décharge, c'est ça le centre d'enfouissement technique. 2010, hein, à Bab el-Oued, il y a un brûleur qui date de 50 ans, vous voyez, complètement dépassé, voilà ce que ça donne. Celui de Drid Houssine aussi, un vieux brûleur, voilà où est-ce qu'il est. Et celui de Parnay aussi, qui est complètement obsolète et qui ne fait que dégager de la fumée en permanence. Et c'est pour ça qu'à l'hôpital Parnay, on incinère entre 3h et 6h du matin, quand tout le monde dort. Alors à ce moment-là, on peut mettre les fumées dehors. C'est une technique commune. Et quand on n'a pas de brûleur, regardez ce qu'on fait. Directement à l'air libre et en dehors de l'hôpital, et on le fait. Et on l'a pris en pleine action, en train d'éliminer les dasseries. Alors je ne sais pas si c'est ça la solution. Alors les différents types de traitement des dasseries, vous savez, le traitement des déchets hospitaliers, c'est d'abord une question de gestion. C'est d'abord une question de gestion avant d'être une question technique. Et c'est pour ça que ça dépend totalement de l'engagement de l'ensemble des personnels des établissements de santé. Et en raison du caractère infectieux ou du caractère toxique des déchets hospitaliers, les risques pour la santé humaine sont liés à plusieurs choses, à la collecte, à leur manipulation, à leur stockage et à leur traitement. Alors, l'incinération, vous savez, actuellement l'OMS et l'Union européenne préconisent une température supérieure à 1100 degrés. 1100 degrés. Alors montrez-moi un appareil qui va vous monter à 1100 degrés comme ça, puisque vous voyez l'évolution de l'incinération, autrefois il y avait un four, une cheminée et puis du mâche-fer. C'est ce que nous avons maintenant. Hein. Mais ça c'était les années 1950. Maintenant, ensuite on a rajouté un dépoussiéreur, entre 50 et 65. Ensuite on a rajouté un nouveau brûleur, c'est-à-dire une double combustion, entre 65 et 75. Ensuite, entre 75 et 95, on a rajouté encore le lavage des fumées, et le traitement des rejets ensuite. Et maintenant, vous avez tout un système extrêmement complexe qui fait l'incinération. Ce n'est pas un simple four. C'est devenu extrêmement compliqué parce que la vérité sur l'incinération, c'est que lorsque vous brûlez 100 kilos, vous allez avoir des rejets de 754 kilos de rejets pollués, dont 670 sont invisibles. Alors c'est pour là que l'incinération, on est obligé d'avoir tout un système et surtout un traitement des fumées. Et le décret exécutif de juillet 93 vous dit quelles sont les quantités de fumée qui doivent sortir et ça doit répondre, les émissions dans l'air, dans les unités d'incinération, doivent se faire selon la directive européenne. Pourquoi? Parce qu'on a signé toutes les conventions, y compris la convention de Bâle, de Stockholm, la convention pour le développement durable. Et dans ce cadre-là, il faudra peut-être appliquer les conventions. Parce que qu'est-ce qu'elles disent, ces conventions? Je vais juste vous citer de tout ça, de tout ce qu'il faut. Un incinérateur doit être équipé d'appareils de mesure. S'il n'y a pas d'appareil de mesure, on ne peut pas mettre un incinérateur en place. Et surtout, je vais vous donner juste un chiffre en termes de dioxyde. Ce qui est permis, c'est une dose de 0,1 nanogramme par mètre cube de fumée. 0,1 nanogramme, autant dire, il ne doit pas y avoir de dioxine qui doit sortir d'un incinérateur, c'est tout. Or, chez nous, on ne peut pas atteindre ce stade si ce n'est pas une usine d'incinération, parce que c'est l'usine d'incinération qui va nous permettre de traiter toutes ces fumées. L'incinération in situ, ces fours ont été abandonnés en Europe depuis 1992. Depuis 1992, il n'y a plus d'incinération à l'intérieur des hôpitaux. Tout a été externalisé. Voilà.
C'est tout ce que je peux vous dire, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas revenir à des choses qui sont antérieures. Alors, l'incinération industrielle, je passe, vous voyez, c'est tout un système, je ne vous le développe pas, je vais juste vous montrer des photos. Je vais justement vous montrer les photos. Ah voilà, c'est ça là. Voilà ce que c'est qu'une usine d'incinération industrielle. Les déchets arrivent, ce qu'on appelle le transport ADR, c'est-à-dire les containers sont dans des camions. Il n'y a qu'une seule personne qui est en tenue et qui va les manipuler. Alors, tous ces containers sont stockés. Ensuite, ils vont être pris. Vous voyez, les conteneurs qui sont là vont être pris, comme on va le voir, voilà, sur une chaîne, et puis ça va aller vers un four. Vous voyez, vers un four, les voilà, et ça part vers le four, et tout est contrôlé par des caméras et par un système électronique. Et il y a une seule personne, c'est tout, qui surveille. Tout est dans des collecteurs aux normes, tout est contrôlé en électronique. Il n'y a pas d'intervention d'homme. Vous voyez, le lavage des fumées est contrôlé. Voilà donc l'usine avec tous les laveurs de fumée et les dépoussiéreurs. Regardez, c'est une vraie usine qui traite absolument tout. Ça, c'est le dépoussiéreur. Et ensuite, vous avez les laveurs de fumée. Et puis, ce qui sort ici, c'est de la vapeur d'eau. C'est écologique. C'est ça une usine d'incinération. Ce n'est pas une boîte dans laquelle on met, c'est pas possible. Alors maintenant, vous allez me dire, et dans la structure de santé, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution? Écologique. C'est dans la loi, il faut que ce soit écologique. Ben voilà ce que je propose, c'est la chose suivante, c'est qu'à l'intérieur de l'hôpital, toutes les dasseries doivent être stérilisées et broyées. Pour donner quoi? Eh bien, un déchet ménager. Un déchet ménager. C'est-à-dire qu'on va transformer ceci en déchets ménagers. Les appareils de broyage, stérilisation installés sur un site hospitalier vont présenter des avantages, ils vont neutraliser le risque, ils vont donner une autonomie à l'établissement et puis ils vont donner un rythme de fonctionnement qui est adapté à la production. Mais ce qu'il faut dire, attention, ces procédés doivent être contrôlés. C'est très bien, mais il faut qu'ils soient, parce qu'une mauvaise gestion peut remettre en cause toutes les performances. Et c'est pour ça que avoir les mêmes dysfonctionnements que pour les incinérateurs in situ. C'est pour ça que l'implantation d'un broyeur stérilisateur sur site hospitalier va engendrer aussi une réduction d'accord du poste de volume et surtout des réductions de volume. Alors voilà le résultat après broyage stérilisation. Vous voyez une ligne d'hémodialyse, quand elle passe, vous voyez ce que ça va donner, le résidu qui va être assimilable à un DAOM. Ça va être des granulés. Alors voilà donc comment ça se passe. Dans l'appareil, on va mettre tout ce qui est dasserie. À l'intérieur, il y a un système qui va broyer, pulvériser complètement tous ces dasseries. C'est comme un mixeur, hein. Ça va le broyer entièrement. Et puis, il va y avoir à ce moment-là, à l'intérieur, une augmentation de la température, comme vous le voyez. Elle va arriver jusqu'à 151 degrés, c'est-à-dire qu'il va y avoir une stérilisation de l'intérieur. Mais avec une particularité, c'est qu'il va y avoir, comme c'est en dépression à l'intérieur, il va y avoir une évaporation de tout le contenu et on va se retrouver à la fin avec le broyat stérile et puis de l'eau qui a été obtenue par déshydratation du contenu. Et le contenu qui va sortir, donc, va être un contenu qui est sec. C'est une poudre sèche et stable avec un volume réduit, un poids réduit, sans odeur, sans risque, qu'on peut entreposer comme on veut. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la chose suivante. Vous voyez, ça sort ici. Donc, on a mis le sac ici, et voilà où ça sort, le résidu qui sort. Qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a transformé, le résidu qui est là, on a transformé tout ce qu'on y a mis dedans, tous les déchets hospitaliers qu'on a mis dedans sont transformés en grains stériles et secs. On a mis tous les objets, les seringues, les aiguilles, les biturés, tout ce que vous voulez, les médications, les absorbants, les bandages, le matériel pour dialyse, les conteneurs, les sacs, même les cartons, des ampoules, mettez ce que vous voulez, les résidus de chirurgie, même les déchets du département de la bouffe. Vous pouvez la mettre à l'intérieur. Tout ce qui sort du laboratoire, vous mettez tout à l'intérieur, vous fermez, ça se stérilise, ça se broie et ça sort avec de la poudre, voilà. On a transformé le dasserie en un DAOM stérile. Alors, contrairement au principe de l'incinération, le fonctionnement de ces appareils de stérilisation est soumis à des impératifs de résultat. Parce qu'une stérilisation, donc, il faut un impératif de résultat et c'est défini par la norme 30503. Les avantages, on les connaît, ça neutralise le risque, ça n'a pas de rejet, ça n'a pas de rejet polluant, ça n'a pas de rejet au sol, ça protège l'environnement.
Il y a des avantages économiques aussi qui vont avec. Donc, au final, l'incinération à haute température, c'est dans des usines. On peut tout y mettre à l'intérieur. Et le broyage désinfection, on peut les utiliser pour de l'industrie. Tout le reste est interdit actuellement. Je parle actuellement. Voilà les dernières normes européennes. Alors, ce qui se passe chez nous, c'est que à la suite de cette enquête, on a fait des propositions en urgence pour structurer cette filière en équipant les établissements avec du matériel aux normes, les collecteurs, les voilà. Le tri, le conditionnement, l'entreposage, la collecte et l'entreposage centralisé doit se faire dans l'établissement jusqu'à ce niveau-là. Et ensuite, vous avez des étapes externes à l'établissement, c'est-à-dire on va les enlever, les transporter pour aller les traiter ailleurs. Donc à l'hôpital, il n'y a plus rien. On ne s'occupe plus du traitement intra-hospitalier, mais il passe à l'extra-hospitalier. Et alors, pour estimer les besoins, je vous ai dit, on utilise les quantités qu'on va produire, et à ce moment-là, on met en application l'instruction ministérielle numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'à chaque dasserie, il y a un contenant, et le bon déchet doit aller dans le bon contenant. Voilà le principe de base de cette instruction. C'est-à-dire qu'il faut des fûts rigides uniques pour tous les dasseries qui répondent aux normes. Il faut, dans tous les services, des sacs qui répondent aux normes sur leur support, comme vous le voyez. Le tri doit se faire à la base. Et ensuite, quand on a tout transporté, on va les remettre dans des couloirs, c'est-à-dire ce qu'on appelle le collecteur intermédiaire. Ensuite, voilà les collecteurs aux normes. Voilà les sacs avec cartonné, parce que ça doit répondre à une norme, c'est 30 microgrammes d'épaisseur. Et puis, en intermédiaire, vous avez des collecteurs à 2 roues, c'est dans l'intermédiaire, et au niveau extérieur, vous avez les grands récipients vrac qui doivent collecter, et c'est de là que ça doit partir pour le traitement. Donc, tout ce matériel doit être mis en place dans le cadre de la filière, et c'est pour ça qu'en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Que l'augmentation de la quantité annuelle des dasseries, comme on l'a vu, dans tous les CHU, est une réalité. C'est une réalité, ça repose sur une généralisation de l'usage unique, qu'on a vu tout à l'heure, on l'a dit, à Oran, on utilise que l'usage unique, donc c'est des volumes de tasseries énormes. Il y a peu de sensibilisation au tri, par manque de matériel adapté et d'absence de produits sécurisés aux normes selon les instructions ministérielles, parce que tout est en danger, donc il n'y a pas. L'organisation des soins n'est pas mise en œuvre par absence de protocole validé, qui engendre un état de non-gestion des dasseries. Il y a une non-gestion des dasseries, tout simplement, qu'il va falloir reprendre. Et l'optimisation de la gestion des dasseries dans les CHU, elle est complexe parce que les acteurs sont nombreux. Il y a le poids des habitudes qui est omniprésent, trop présent d'ailleurs, et qui n'est pas compensé par un programme de formation continue et de formation de base qui repose sur un bilan des actions engagées pour savoir où est-ce qu'on en est en termes de déchets. Donc un vaste programme de mise à niveau doit être engagé dans toutes nos structures de santé, parce que l'élimination des dasseries, c'est une affaire de professionnels. On ne peut pas faire de l'amateurisme dans ce domaine, et puis c'est un vrai modèle de formation multidisciplinaire, parce que tout le monde est concerné, et je vous remercie pour votre attention.